Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous accueillir dans Parlons-en, consacré ce soir à la place donnée à l'homme dans l'entreprise. Stress, violence au travail, mal-être, suicide sont au cœur de l'actualité quotidienne. Dans une économie mondialisée, l'homme est de plus en plus sous pression. Le stress est la première cause de consultation pour pathologie professionnelle. Un constat qui en dit long sur la crise que traverse le travail aujourd'hui. Mais au-delà de l'entreprise se pose une question qui nous paraît essentielle, celle de l'avenir des liens humains. Nous tenterons d'en saisir l'enjeu ce soir. Un salarié qui ne sait plus à quoi il sert, mis sous surveillance, peut-il être heureux au travail? Peut-on concilier management vraiment humain et performance? Quel avenir se dessine pour les retraités? Comment les chrétiens peuvent-ils être attentifs aux autres? Alors cette émission va se dérouler en deux parties. Dans quelques instants, nous allons voir ensemble un documentaire, Entreprise, le choix des hommes. Deux entreprises françaises dont le succès n'est plus à démontrer ont tout misé sur l'humain. Le numéro 1 mondial des verres optiques et un leader de la vente par correspondance d'articles de meubles et de bureaux, de modes de management innovants qui bousculent certaines idées reçues. Nous allons suivre cette aventure humaine avec nos invités qui interviendront ensuite dans un débat sur le management à visage humain. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Schey. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du développement durable chez Bruno. C'est ça, oui. Face à vous, Philippe Cuny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'usine Essilor à Dijon. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Jacques Voisin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Et puis enfin, on retrouve le frère Samuel Rouvillois. Frère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà venu dans le cadre de cette série consacrée à l'entreprise à visage humain, puisqu'il s'agit de la 5e édition. Vous êtes philosophe et conseiller notamment de nombreux patrons chrétiens. Alors tout de suite, on regarde Entreprise, le choix des hommes, un film de Marc Janson, produit par DCX. On se retrouve dans 43 minutes. C'est apprendre aux gens à échanger entre eux. Et pour bien échanger, il faut se respecter. C'est-à-dire que si, quand je vous parle, je vous regarde avec un œil narquois, je vous méprise. Et donc, vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même. Mais si, quand on discute, je vous regarde avec un air sympa, que j'essaye de vous écouter, vous allez grandir. Et je vais apprendre de vous. Et c'est tout ça qui est la clé du truc. Donc, la clé, c'est apprendre aux gens à parler. Il faut apprendre à savoir s'exprimer, donc faire les bons mots. Il faut savoir ensuite écouter. Mondialisation, fermeture d'usines, délocalisation, stress, suicide. Le travail est aujourd'hui en crise profonde et les responsabilités apparaissent comme diluées dans une forme d'anonymat de plus en plus internationale et insaisissable. Comment ne pas désespérer devant ce qui ressemble à une destruction du travail, de ses valeurs, des repères auxquels nous étions habitués hier encore, et donc de la personne? Et pourtant, dans ce contexte, en apparence si dangereux et si désespérant, des entreprises ont choisi de tout miser sur les hommes et ont ainsi décuplé leur énergie, leur créativité, leur compétitivité. Des entreprises qui semblent n'avoir peur de rien. Comment font-elles pour devenir numéro 1 mondial ou leader dans des domaines très concurrentiels tout en respectant les hommes et en s'attachant à les faire grandir? Voyage dans un autre monde du management qui bouscule bon nombre d'idées reçues. Bruno est le leader en France de la vente par catalogue de mobilier, d'équipements et de fournitures de bureaux avec 900 000 clients. Près de 900 collaborateurs travaillent sur ce site des Ulysses et traitent chaque jour plus de 25 000 colis. Il est 7 heures, Virginie, qui travaille au centre d'appel, se rend à la réunion du matin des chauffeurs-livreurs. Voilà, c'est ma tournée aujourd'hui. Ça. On se parle plus loin pour revenir au plus proche. Plus près. Plus loin, plus près ou plus loin? Plus loin, oui. D'accord.
Deux choses sont faites à l'embauche. Il y a un premier parcours d'intégration pour que les gens comprennent un petit peu dans quel univers ils se trouvent. Puis, quelques temps après, on les reprend et on fait un parcours découverte. C'est-à-dire sur une demi-journée, c'est un investissement quand même qui est notoire. À savoir, on prend les jeunes embauchés et on fait voir toute l'entreprise, tous les métiers de l'entreprise. Et en même temps, depuis peu, on s'est aperçu que comme l'entreprise bougeait beaucoup quand même, mais dans un monde où il y a une dynamique plus importante, on prend aussi des anciens qui redécouvrent dans le même parcours, je dirais, l'entreprise. Et en plus, c'est la cerise sur le gâteau, la cohabitation entre les tout nouveaux qui viennent de nous rejoindre et les anciens, c'est quand même quelque chose de très positif. Et toi, ça fait combien de temps que tu es chez Bruno? 26. 26 26 ans, ouais, c'est chaque jour. Ouais. Ça fait un bail. Ah oui, ça oui. Ça aussi, ça concourt, quand vous me posiez la question tout à l'heure de savoir comment c'est fait cet ADN ou ce supplément d'âme, comme je le dis, c'est aussi pour ça. On est une entreprise dans laquelle il y a énormément de métiers, col bleu, col blanc. Le fait de pouvoir échanger ou de temps en temps passer du temps avec l'autre, voir comment il travaille, voir comment le livreur livre, qu'est-ce qui se passe au téléphone, etc., etc. C'est très très riche à la fois pour les individus et très riche pour l'ensemble du process. Ça permet aussi de décloisonner les métiers, décloisonner l'entreprise. Pour moi, c'est une vraie richesse. Du colis, donc, ouais, le 167. Je vais prendre le métier de partir en tournée avec les livreurs. C'est d'une part voir comment eux, ils fonctionnent. Et puis, c'est surtout aussi pour nous, quand on prend les commandes, se rendre compte que certaines choses sont très importantes. Le fait de signaler au livreur, par exemple, qu'il y a un digicode, arriver devant une porte qui est close et ne pas avoir le code de la porte d'entrée, pour eux, c'est très pénalisant. Donc, c'est des choses comme ça, en fait. Donc, c'est vrai que les tournées, on les fait, en règle générale, souvent sur la première année où on arrive. Et ça permet justement de se rendre compte de ce qui peut être important. Bon, allez, c'est parti. Si tu commences par te casser le pied, je vais faire la tournée toute seule. Souvent, des gens nous disent, mais comment se fait-il que cette entreprise, ils voient des gens sourire quand ils viennent nous voir, des gens se dire bonjour, enfin bref, avoir des postures, des attitudes, somme toute tout à fait normales, tout à fait logique. En fait, c'est quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure de la vie de cette entreprise. Et c'est parti de choses très très simples. Se respecter, s'apprécier, on n'est pas toujours tous d'accord, mais en attendant, c'était clairement, je dirais, des vraies relations humaines. Aujourd'hui, on a la chance, il fait beau. Ouais. On va à Marseille. On n'y est pas. Et sinon, le fait de faire ça tous les jours, ça te plaît? Ah bah oui, moi j'adore ce que je fais. Je vais pas travailler à reculons. Ouais. Ça me plaît. C'est l'éclat de tous les jours. C'est le métier qu'il me fallait, moi. Ouais. C'est vrai, non mais j'ai... Le fait, c'est quoi? C'est le fait de bouger, le fait d'être autonome, je veux dire, ouais. le contact avec les clients, tout ça, et puis pas de voir le même décor tous les jours. J'étais en train de chercher, comment tu fais pour... Bah, je les connais, j'ai cherché une fois et bon bah... Ouais. Et après, moi, heureusement que tu connais, hein, ouais, parce que sincèrement... parce que c'est le numéro 1, mais t'as pas les... Donc on va y aller... Et voilà, et donc c'est juste à gauche là. Et toi, faut qu'elle travaille. Vas-y, donne-le, parce que c'est un peu ridicule. Non, chacun le sien. Il y en a 8. Il y en a 8 là. Il y en a 8. Alors vas-y. On va pas faire 50. Ah, mais il y en a 8 là. C'est bon, c'est ça. J'en prends 2, t'en prends 6. C'est pas mal comme deal, non? Ah oui, il y en a 8. Ah ouais, attends, là. Bonjour. Bruno, c'est d'abord l'histoire d'un homme, Jean-Marie Bruno, qui a fondé cette entreprise et qui l'a développée, l'a accompagnée, est toujours là, de temps en temps, je dirais amicalement. Et c'est cet homme qui a construit cette entreprise sur d'abord une idée commerciale, vendre des produits pour le bureau, mais aussi fondée sur des valeurs très fortes, humaines. Et évidemment, il a recruté, il a formé des collaborateurs à son image. Vous avez le catalogue général, elles sont page 300. Le centre d'appel, c'est alors dans une entreprise de vente à distance, puisque nous faisons de la vente à distance, le centre d'appel est le premier cordon ombilical que nous avons, si je puis dire, avec nos clients. C'est très important. Le deuxième cordon ombilical, c'est les livreurs, bien évidemment, nos amis chauffeurs. Et le centre d'appel est un métier qui est particulièrement riche
mais particulièrement difficile aussi, puisque bien évidemment, il y a une pression dans ce métier, mais clairement, on a la chance d'avoir le client en ligne et de pouvoir aussi, là, s'exprimer d'homme à homme, si je puis dire, de personne à personne. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on retrouve dans la philosophie de l'entreprise, si vous voulez, on la retrouve jusque dans le téléphone et jusque dans le dialogue avec nos clients, puisque on n'a pas voulu donner de script à nos collaborateurs, conseillers au téléphone. On leur a simplement conseillé, si je puis dire, de s'adapter aux clients qu'ils ont de l'autre côté du téléphone. Et donc, si la personne est un peu plus âgée, on en tient compte. Si la personne est un peu plus jeune, un peu un langage SMS et autres, on en tient compte aussi. Et donc, on est vraiment dans un espace de liberté, mais quelque chose qui permet vraiment de faire en sorte que les hommes se parlent et les hommes se comprennent. Ouais, t'as trouvé le chemin pour venir facilement. C'est aujourd'hui au tour de Virginie d'accueillir Miguel, préparateur de commandes, pour lui faire découvrir son métier de conseiller clientèle. Au centre d'appel de Bruno, près de 160 conseillers et l'ensemble des services clients traitent chaque jour quelques 4000 appels concernant conseils, commandes, réclamations et demandes diverses. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que nous avons fait une commande chez vous il y a une semaine ou deux, on l'a reçue. En fait, en la recevant, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le bon modèle. D'accord, on va regarder ensemble. Je vais déjà prendre votre numéro de compte client, s'il vous plaît. Alors, 2, oui, point 492, point 681. Référence de la cartouche d'origine présente dans l'appareil, s'il vous plaît, madame. Alors oui, je lui ai demandé. La référence, c'est bien 583.55. Alors, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait une vérification à ce moment-là par le service technique, parce que pour moi, au niveau des références que vous avez réceptionnées, c'est bien le produit commandé, et cette référence, pour moi, elle est bien compatible avec votre appareil. Donc, je vais quand même demander à un technicien de vous rappeler pour voir exactement ce qu'il en est. Vendredi matin. D'accord, vendredi matin. Il sera à côté de son imprimante vendredi matin. Très bien. 10h à midi. D'accord. Donc moi j'ai précisé aux techniciens, ils le rappelleront donc dans ces horaires vendredi matin. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Au revoir madame Gerbeau. Je voyais plus les clients un peu négatifs, un peu, alors que la dame était super agréable en fait au téléphone. Oh mais en règle générale, tu sais, c'est rare. Il y en a quelques-uns bien évidemment, mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Comme partout, ouais, c'est sûr, mais... Les gens sont pas plus désagréables. Il y en a certains qui vont se permettre plus de choses au téléphone. Ouais. Mais... T'es déjà arrivé, non, de tomber sur des gens qui sont assez méchants, assez... Ouais, mais le challenge, c'est justement de se dire, allez, à la fin de la communication, tu me diras merci, puis tu seras gentil. Beau challenge. Et ça, c'est sympa, en fait. Le but, c'est d'y arriver. J'ai un objectif qui est différent. De chacun, ouais. Ouais. Non, le but de chaque manager, c'est de faire avancer tout le monde petit à petit pour arriver justement à rentrer dans les objectifs déterminés à l'identique pour tous. Il faut que tu arrives à améliorer ça, donc pour l'améliorer, allez, à la fin de ce mois-ci, tu arrives à temps, puis à la fin du mois d'après, tu arriveras à temps, puis à la fin d'année, tu seras dans les clous, complètement dans la grille, quoi, voilà. Pour les envois de documents, vous voulez dire ? Non, enfin, comment on dit ça, des paquets d'enveloppes. La maîtrise de tous ces outils informatiques qu'elle dispose pour prendre la commande ou pour traiter une réclamation, la rapidité dans laquelle elle exerce, est assez impressionnant. Moi, dessus, je serais comme perdu, énormément perdu. Vous souhaitez qu'elle soit autocollante avec une bande de protection ? Donc, j'ai trouvé Bruno il y a 4 ans. Les 364. L'entreprise en elle-même m'a inspiré. Ce sont des cartouches que vous avez l'habitude d'utiliser ? Beaucoup de liens, on a l'impression que c'était une entreprise familiale où on était très très bien accueillis, on se sentait à l'aise. Donc la boîte de 500 enveloppes en cravate. Il y a toujours une petite pointe de stress parce que c'est pas un travail, c'est pas un loisir. Ce sont des objectifs qui sont atteignables, mais il y a toujours, quand il y a un petit peu plus de com que d'habitude, un petit peu de stress, un petit peu d'adrénaline qui arrive et une motivation supplémentaire à avoir. Très bien, mais je vous en prie. Vous de même. Au revoir, Sarah. Le jour se lève sur la plateforme Bruno de Marseille.
La préparation s'effectue de 14h à 18h sur le site des Ulysses, en région parisienne. Et à 18h, la remorque part des Ulysses. Elle roule toute la nuit pour arriver sur la région marseillaise le matin, vers les 5h du matin, entre 5h et 6h du matin. Et là, à partir de là, notre journée commence. Notre métier, c'est de satisfaire notre client. C'est pour les livrer et les satisfaire en plus, donc les conserver. Pour nous, un client satisfait, c'est un client qui reçoit ses colis en temps en heure, avec un chauffeur agréable, un petit sourire, un petit bonjour, la position des colis, où est-ce qu'ils doivent être positionnés. On a beaucoup de clients habituels et de plus en plus de clients nouveaux. On connaît bien tout le monde. Il y en a beaucoup qui nous tutoient, qui connaissent nos prénoms. Les valeurs humaines sont que c'est pas parce qu'on est chauffeur qu'on est les derniers arrivés chez le client, qu'on est mis de côté. Bien au contraire, on est les ambassadeurs de la société. C'est nous les derniers qui allons voir le client. Il n'y a pas de commerciaux, donc c'est nous qui avons vraiment le relationnel. Et donc pour ça, on fait des stages. On n'est pas les derniers, ça c'est sûr. Qui est-ce qui veut un croissant? Prenez le croissant au chocolat là. Merci. Là voilà, on met les factures associées aux livraisons pour donner aux clients. Et après, voilà, après ils partent en tournée, comme ça ils ont les bons de livraison avec les factures. Le management, c'est à la fois quelque chose de très difficile, de très complexe, parce que le matériau humain, j'aime pas non plus cette terminologie-là, mais les psychologues l'utilisent, donc le matériau humain est par nature complexe. Et en fait, tout le travail, quand on est manager et quand on a des équipes hétérogènes, voire nombreuses, c'est d'être en perpétuelle adaptation avec chacun des individus, en final, quelque part. Et il est vrai que les choses ne sont jamais totalement étanches entre le monde, la personne dans le monde professionnel et le monde de la vie privée. Et l'une des réussites aussi, quelque part, de l'entreprise, c'est d'avoir compris que les gens qui viennent franchir le portail tous les matins à 8 heures sont des gens qui ont une vie privée qu'il faut tenir compte aussi au quotidien dans le business. On a des beaux camions, on a quand même le GPS, on est quand même climatisé, on n'est pas... ils prennent soin quand même de nous, oui, c'est sûr. Le chauffeur-livreur, il a quand même des marches à monter, il a quand même... Enfin voilà, il fait son camion, il descend, il a les escaliers, il a plein de choses. Le pantalon colle un peu l'été, enfin quand il fait vraiment chaud. Pour le bien-être du chauffeur, il y a eu des bermudas de mise en place, il y a eu des casquettes de mise en place, Bruno, à l'effigie de Bruno, polo, des maillots, tout ce qui est en notre pouvoir pour le bien-être de l'employé. On est vraiment à l'écoute de nos hommes en fait. Tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut être négatif, on leur demande de nous le faire part. Et je pense que ça aujourd'hui c'est une valeur qu'on a réellement chez Bruno, qu'on a comprise, c'est que pour faire un travail correct, il faut que tout le monde soit bien. Je me lève maintenant avec plaisir, que je ne le faisais plus avant. Ça faisait quand même 11 ans que j'étais avant dans une autre société et puis là... c'est vrai que maintenant, le matin, j'ai le sourire, tout va bien, on s'entend bien entre nous, il n'y a pas de... Dès qu'il y a un petit souci entre quelqu'un, on en parle de suite, comme ça, et le lendemain, ça repart correctement, et tout va bien, quoi, tout va bien. On est bien. Il faut savoir être droit quand il le faut savoir être souple quand il le faut aussi, réussir à s'apporter une confiance mutuelle qui fait que l'un n'a pas envie de décevoir l'autre et vice-versa, tout simplement. Retour aux Ulysses, où l'activité ne faiblit jamais. Chaque année, c'est 1,5 million de commandes traitées. Les stocks interminables s'étendent sur plus de 77 000 m². Mercredi, c'est le jour du comité d'entreprise qui se réunit autour du DRH Jean de Corbière. Moi, je pense que ce n'est pas tant l'organisation qui fait que c'est une entreprise à visage humain. Il me semble que l'essentiel, c'est la confiance qui peut régner entre les différents salariés, les différents niveaux hiérarchiques, les différents services, les différentes responsabilités.
Il y a une forme de confiance naturelle. Alors je dis qu'elle est naturelle parce que elle fait partie de la culture d'entreprise, si vous voulez. Mais c'est un travail quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, il faut faire en sorte que la confiance se crée, se rétablisse, se construise. C'est sûr que nous avons été labellisés une entreprise où il fait bon travailler, mais le risque, c'est effectivement de croire que tout est possible, que tout est facile, et que rien ne va nous arriver, et que demain, dans 15 ans ou dans 20 ans, on sera toujours au même point et toujours aussi heureux que nous le sommes actuellement. Son micro comme ça parce que ça... T'en me menaces pas avec ton doigt. C'est avec le sourire. Vous avez vu que les gens qui mettent leur stylo comme ça sont plus, comment dire, positifs que ceux qui mettent le ciseau en long. Comme ça? Oui, comme ça, voilà. Ils ont piqué personne, deux qui tiennent le stylo. Rencontre avec Laurent, responsable d'une équipe de 40 personnes au service développement commercial en charge des grands comptes. Moi, il n'y a pas de secret et c'est la raison pour laquelle je suis là depuis 22 ans, c'est que c'est une affaire d'homme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de venir manager une équipe, c'est que moi j'ai profité de ce système avec des managers qui m'ont poussé, qui ont su entendre ce que j'avais envie de faire, ce que j'étais capable de faire, etc. Et je me dis maintenant à moi d'en faire profiter les équipes avec qui je travaille, quoi. Et ce sont ces valeurs-là qui m'intéressent, quoi, et que je retrouve chez Bruno. En prenant une équipe justement, à un moment, je me suis dit, c'est facile de manager des gens, il suffit de leur dire ce qu'ils ont à faire et puis ça va aller rouler tout seul. Et puis j'ai réalisé que tous les gens étaient très différents et que pour faire un même métier, on avait des profils différents et que ça servait à rien d'essayer de faire quelque chose à quelqu'un c'est pas qu'il n'avait pas envie, mais s'il n'avait pas d'aptitude à ça, mais qu'au contraire, il fallait exploiter au mieux les compétences des uns et des autres. Et du coup, je m'aperçois qu'avec une même définition de métier, j'ai des commerciaux qui agissent totalement différemment parce qu'ils sont différents. Ça va? Ça va. Ouais. Donc là, tu es sur le... Et j'essaye, du coup, de faire en sorte que les gens soient bien dans leurs chaussures, quoi. Parce que s'ils sont bien dans leurs chaussures, ils seront bien dans leur métier. Et quelque part, on est quand même là pour faire du chiffre, et ils vont faire du chiffre. On est là pour ça. Bon, Romu, avec l'absence de Patricia, là, on en est où? Je pars du principe que tout peut être discuté, tout peut être mis en cause. Et puis à un moment, il faut qu'il y ait un patron et il faut trancher. On a un peu de temps devant nous pour répondre ou pas? Ou il faut qu'on demande de l'aide à côté? Je pense qu'on demandera de l'aide, ouais. Non, ça c'est d'accord. D'accord. Ah, non, Répondre aux besoins du client en moins de 24 heures demande une logistique de pointe. 20 000 références sont traitées chaque jour. Dans cet univers très masculin, nous rencontrons une jeune femme manager. En fait, ça s'est fait étape par étape. On m'a proposé un poste au départ sur une équipe d'une trentaine de personnes, mixte, alliant une partie un peu commerciale, un peu administrative et en même temps une partie logistique avec des hommes, des femmes. Et puis, il y a maintenant 1 an, on a élargi mon champ de responsabilité en confiant la réception, où là, j'ai que des gars, et puis la partie stock et la partie logistique article. J'ai toujours été accompagnée par mon directeur qui a pris le temps de me former, de répondre à toutes mes questions, de me rassurer. Donc je vous montre les palettes qui sont à retourner là, cette semaine. On a ici une palette à retourner et qu'on a depuis déjà un certain temps sur un produit du mois d'avril. Ce qui me plaît plus, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont bien dans leur basket. C'est ce qui est important pour moi, c'est de répondre aux besoins de chacun, de voir que les gens sont motivés, qu'ils ont des projets à conduire au quotidien et qu'ils prennent plaisir à venir bosser tous les matins. Pour moi, c'est essentiel. Ce qui fait que dans l'existence, on peut devenir capable de donner un peu le meilleur de soi-même, c'est de prendre un minimum de confiance en soi. Je ne dis pas d'être satisfait de soi, ce qui serait certainement un très grave handicap, mais c'est de se sentir reconnu, sentir qu'on compte pour l'autre. Le rôle de tout responsable dans une entreprise, c'est d'abord de contribuer à la performance de l'entreprise. Et deuxièmement, nous pouvons penser, et nous avons raison de penser, que le respect de toute personne est un absolu. Voilà.
Je pense je crois que le vrai combat moral de tout responsable, c'est de tenir les deux ensemble. Je veux dire, il n'y en a pas l'une des deux qui serait une matière à option. J'ai parlé de mon métier. Je crois que c'est très très important. On ne travaille pas chez Essilor. On a une notion de métier. Et donc le métier, c'est toute l'énergie concentrée sur la production et le service d'un produit. Et c'est très différent entre un métier et un travail. Parce que le métier, vous capitalisez l'expérience. Vous transmettez l'expérience. Quand quelqu'un rentre, il va apprendre des anciens. Donc vous avez sûrement vu très souvent la notion de transmission. Et parce que l'effet d'expérience d'une entreprise, si vous ne transmettez pas, vous cassez, vous recommencez à zéro. Alors qu'il faut chez nous, c'est un métier très 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 compliqué. Et donc il faut que les anciens enseignent aux jeunes. Et donc on a toujours travaillé la notion de transmission. Dijon. Nous sommes dans une unité du groupe Essilor, numéro 1 mondial des verres ophtalmiques, une entreprise française mondialisée comptant plus de 34 000 collaborateurs. Cette unité fournit une partie des verres pour le marché européen, mais aussi accompagne la recherche et le développement dans la mise au point des nouveaux produits. Isabelle est dans l'entreprise depuis 16 ans. Elle a suivi une belle évolution. Je suis régleuse actuellement au sein du polycarbonate. J'ai fait plusieurs petits jobs avant. J'ai été régleuse, j'ai été agent qualité sur une équipe. En fait, on est amené à tourner dans toutes les équipes pour amener un peu de nouveautés, un peu de savoir à tout le monde. En fait. On a suivi une formation sur 2 ans et donc on passe notre diplôme. D'ailleurs, là, moi je passe un examen blanc la semaine prochaine et le 28 avril l'examen. Hydraulique, pneumatique, électricité. On a refait des cours aussi de gestion de production, ça c'était bien parce que ça nous amène quand même une meilleure vision de l'atelier. C'était 2 jours par mois, c'était quand même assez complet. On a appris quand même pas mal de choses. On travaille mieux avec la maintenance parce qu'on arrive maintenant à parler un peu le même jargon, on va dire. Quand ils nous parlent d'un problème technique, on arrive mieux à nous aussi dire la panne plus rapidement. Il y a certaines personnes de la maintenance qui nous expliquent un peu plus en profondeur qu'avant, ils n'étaient pas censés savoir qu'on connaissait un petit peu les mécanismes. On va regarder les rendements. Grâce à cette formation, Isabelle est aujourd'hui en charge du pilotage des équipements automatiques de fabrication produisant en continu. Et elle participe activement à l'animation des équipes. Vous verrez Isabelle, vous verrez Charline, vous verrez Eliazide. Pour leur permettre de faire grandir, il leur faut 3 choses. 1, il faut leur donner un terrain de jeu qui leur permet d'exprimer leur talent. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est de la responsabilité du manager parce que c'est en lien avec l'organisation. C'est notre choix d'organiser le service de telle ou telle façon et de confier à une personne telle ou telle responsabilité, activité. Donc avant tout, le terrain pour exprimer ses talents. Mais pour les accompagner, il faut aussi avoir le souci de leur apporter les connaissances dont il peut avoir besoin. Que ce soit des connaissances techniques, mais aussi des connaissances humaines, comportementales. Et pour ça, on passe beaucoup de temps à accompagner nos salariés par des formations qui sont soit du coaching. J'ai même quelques salariés qui vont vous passer du temps avec une actrice pour travailler cette aisance à la prise de parole en public. Aujourd'hui, on est à moins 9000 verres injectés et moins 11 000 en expédiés. Voilà. Au niveau des injectés, on en est à 14 500 verres injectés pour presque 19 000 vérifiés. Donc on rattrape l'encours. Ça fait combien de presses en production alors ? Alors on a 9 presses en production. Donc on a redémarré la 10 hier. Troisième point, c'est leur permettre de comprendre quel est leur rôle, quelle est l'attente du groupe vis-à-vis de leur comportement. C'est leur permettre de comprendre que leur rôle n'est pas forcément celui qu'ils ont dans la tête, mais peut-être différent. Et si vous réussissez cette combinaison, vous avez des gens qui se développent à une vitesse. Et ça, c'est un vrai contentement, un vrai bonheur. On a galéré quand même au départ à chercher
le meilleur moyen de faire des verres, comme on dit. Et maintenant, on va dire en une demi-heure, on règle une presse, alors qu'avant, on mettait 3 heures. Donc on a appris, on a du savoir-faire. À Dijon, franchement, on a bien évolué. Bonjour Boris. Bonjour Boris. Hello. Ça va? Bonjour. Bonjour Boris. Comme c'est assez haut et c'est lourd, parce que ça fait à peu près 15 kilos, donc la difficulté, c'est déjà de soulever la plaque. Oui. Et puis on était obligé, plus ou moins, de la bloquer contre nous et de la poser sur le chariot. Ce qui est Depuis quelques mois, des chantiers d'amélioration ont vu le jour. Charline, ergonome, est chargée de leur mise en place. On a essayé de vous proposer un chariot, donc vous l'avez à l'essai depuis environ une semaine, donc avec directement des trous et les inserts dedans. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur le chariot? Donc je suis ergonome. L'objectif de cet outil, c'est de permettre aux gens d'exprimer leurs ressentis sur leur quotidien au travail et de pouvoir centraliser toutes les informations, d'avoir vraiment, mon rôle c'est d'avoir une écoute active et de comprendre un petit peu ce qui leur pose problème. Donc je fais ça avec tous les opérateurs, avec les chefs d'équipe, etc. On n'a plus besoin d'avoir les plateaux et on ne porte plus, donc c'est déjà un gros avantage. C'est un gros avantage. Voilà, c'est un gros avantage. Du coup, vous prenez les chariots directement d'ici? Directement. Jusqu'à la presse. Voilà. Donc on ne soulève plus rien. Et donc... On réunit toutes les personnes, on les met ensemble donc, dans une salle et on discute, on échange autour des points qui nous ont remontés. Et on va ensuite, grâce au chantier d'amélioration, pouvoir mettre en action des améliorations sur les points qui sont perçus pour eux comme critiques ou plutôt désagréables. Les outils de centrage que vous utilisez habituellement, donc on les a représentés avec ces petits cartons, on les a pesés, ils font aujourd'hui 15 kg. Donc vous ne pouvez pas porter 15 kg. Donc on a essayé de mettre un système de micro-billes pour que vous les fassiez glisser directement, donc selon ce dont vous avez besoin, donc dans l'outil de centrage. Donc vous avez le vrai outil. Donc, que vous pourrez glisser. D'avoir eu la chance de développer ce concept, c'était pour moi un enrichissement personnel très important parce que les personnes au départ étaient un petit peu en retrait, mais au fur et à mesure on a appris à se connaître et on a créé des vraies relations et c'est ça qui aujourd'hui nous permet vraiment d'avancer. C'est cette confiance, ce don on va dire réciproque pour aller vers l'amélioration. On sent vraiment cette volonté de la direction d'aller vers ces améliorations et vers ce bien-être au travail. J'en fais. D'accord. Et pour rester toujours dans les zones de proximité, parce que c'est important d'éviter d'aller chercher les choses très loin, on aura le comparateur. Ce que j'ai apprécié le plus, je pense, c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe, c'est que tout le monde s'entraide. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. C'est que si on a besoin d'un conseil ou si on veut faire agir un service sur quelque chose, tout le monde est réactif et c'est vraiment ce sentiment d'être intéressé. Plutôt que chacun a sa chance, je crois que le mot juste, c'est chacun a sa place, chacun a sa contribution. Au sein d'une entreprise, on a la possibilité d'exprimer pleinement ses capacités. Alors, pour ça, on passe beaucoup de temps à expliquer soit au manager, soit directement au personnel, comment montrer ses capacités professionnelles en milieu industriel, comment prendre du plaisir à échanger, à travailler en groupe. Non, mais c'est même pas... Allez, vas-y, ma petite Kamla. Pousse ton bain, mets-le bien à droit. Ah, doucement, doucement. Myriam est leader opératrice à l'atelier organique. Elle anime une équipe de 7 personnes et assure la bonne marche du procédé de fabrication. C'est un peu dur, hein. Enfin, il y a 2 ans, une fois que je suis partie du remplissage, en fait, j'ai fait une formation assembleuse contrôle qui m'a permis justement d'être à un poste d'assemblage. Et il y a quelques mois de ça, j'ai fait une demande pour être leader dans l'atelier Orma. Bon, en fait, c'est gérer le flux du travail, s'occuper des opérateurs, leur permettre d'être là, d'avoir toujours quelqu'un à disposition en cas de problème. Et puis pour laver Voilà. Donc c'est un premier rinçage, on les laisse 5 minutes et après on les trempe dans l'eau. Et on les ressort directement. Voilà, tu maîtrises comme là. Ah oui, hein. Pas facile au début. Hein.
en fait un 25. D'accord. Alors là, nous avons Mouli. Voilà. Alors c'est une dame aussi qui a travaillé longtemps au remplissage, Mouli, et qui se retrouve dans l'atelier organique avec nous. Et elle est toute contente. Hein, Mouli? Combien? 33 ans qu'elle est là. 33 ans de travail chez Silo. C'est des médailles, ça. Salut Ibrahim. Myriam connaît tous les postes. Déjà, elle connaît très bien le métier. Ensuite, elle a une approche auprès des gens qui me va bien, puisqu'elle est très spontanée, elle est très naturelle. Elle prend soin des équipes, donc ça, c'est très important pour nous. On lui demande un petit peu son avis, qu'elle puisse s'exprimer facilement, sans arrière-pensée, pour le bien de tout le monde. Lui a permis de déclencher cette envie, et on en est très content. Alors là, on rentre dans la zone remplissage. Donc, la table flexible. Alors maintenant, on a des chaises réglables. Une pédale ajustable, le bras articulé qui se trouvait donc à la place face aux personnes qui gênaient beaucoup les opératrices, parce que c'est vrai qu'elles ne pouvaient pas elles pouvaient pas se voir, elles ne pouvaient pas se discuter, donc en fait ils l'ont mis de l'autre côté, flexible. Il ne faut pas laisser croire que dans l'équipe, le poste valorisant, c'est le seul poste du chef. Parce que si chacun se sent en compétition avec les autres et chacun aspire à être chef, eh ben, on va avoir que des gens qui ensemble vont essayer d'être chef. Donc cette difficulté, c'est de montrer que chacun a sa contribution, chaque job est tout à fait respectable, chacun apporte en fonction de ce qu'il peut apporter. Et on a une telle diversité de talents, mais on a aussi une telle diversité de situations à résoudre, qu'à tout moment, on valorise ce que chacun a apporté. Vincennes. Marguerite est responsable du salon de vente interne réservé au personnel et aux retraités du groupe. J'étais correspondante commerciale, c'est-à-dire c'est le pool téléphonique qui prend les commandes des opticiens. J'ai eu un opticien au téléphone qui m'a posé des questions techniques et ça m'a frustrée de ne pas pouvoir lui répondre. Je me suis levée, j'ai terminé avec mon client à l'époque et puis j'ai été demander au service formation une formation d'opticien. J'allais à l'école le lundi, ça a duré quand même 5 ans. Hein. Ouais, c'est exactement. Par contre, au niveau couleur, moi je préfère celle-là. C'est une société où on se sent bien, où on attache de l'importance aux valeurs humaines. Le respect. Il y a la notion de respect qui est fondamentale chez Essilor, où il est toujours possible de discuter. Et même, on peut ne pas être d'accord, mais je pense que c'est vraiment une entreprise où on fait confiance aux gens. Et il est toujours possible de discuter quand on n'est pas d'accord. Moi, quand je suis rentrée il y a 30 ans, j'ai forcément un manager ou des collègues qui m'ont donné envie de continuer de travailler dans cette entreprise, qui m'ont inculqué un petit peu cet esprit d'entreprise, en fait. À moi maintenant, moi j'ai des collaborateurs qui seront là encore 30 ans après moi, c'est tout le mal que je leur souhaite, même s'ils ne sont pas forcément dans le même service, mais qui seront encore ici là, à moi maintenant de leur inculquer ça, toutes ces valeurs en fait. Et je pense que c'est pas une utopie, je pense que les gens se les transmettent. Saint-Apollinaire, dans la périphérie de Dijon. Cette petite unité très performante fabrique pour l'Europe les vernis anti-rayures utilisés sur les verres Essilor. Jean-Claude est en charge de l'expédition. Nous avons chacun un planning, on va dire journalier entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a une somme de travail à faire dans la journée, c'est nous qui la gérons. C'est un produit qui implique beaucoup de choses. Pour le vernis, il doit rester à une température froide, négative. Plusieurs étapes à la fabrication, il est mis au froid. Et jusqu'à l'expédition et jusqu'à chez le client, il est à une température négative.
Donc pour l'expédition, nous avons des grosses contraintes. Les cartons ont une autonomie de 5 jours. La force de cette équipe, c'est avant tout la qualité du dialogue. Un dialogue avec les gens qui utilisent nos vernis pour leur permettre de réaliser au mieux leurs fonctions. Dialogue avec l'engineering, parce que nous sommes sur des produits très complexes à formuler. Et à tout moment, nous avons besoin de l'aide des ingénieurs et techniciens qui ont conçu ces vernis pour nous aider à les fabriquer correctement. Puis enfin, dialogue entre eux. Du fait de la petite taille, nous attendons d'eux une capacité à réagir de haut niveau, c'est-à-dire quel que soit le jour dans la semaine, quel que soit le lab en Europe, l'usine qui a besoin en dépannage de vernis, ils doivent être capables de tout mettre en œuvre pour servir ces usines européennes. Et ça demande beaucoup de solidarité et beaucoup d'entraide au sein de l'équipe. Quelques personnes ont une responsabilité très importante puisque si toutefois une livraison de vernis était défectueuse, eh ben, ce sont des opticiens qui seraient mécontents et puis derrière eux des porteurs. Donc un haut sens de la responsabilité. Nous sommes 5. Chacun a un poste défini, mais chacun est polyvalent aussi dans les autres tâches. Je vais dire que je viens avec plaisir. Travailler dans des bonnes conditions, avec du bon matériel, dans une bonne ambiance. Tout va aller ensemble. Le travail, l'ambiance, les gens, l'équipe. Donc je pense que je souhaiterais ça partout. On travaille avec plaisir, donc le travail est bien fait. Aide à être meilleur, mais c'est jamais un galon. Jamais. Les galons, c'est les succès. Souvent, les gens me disent, ils ont été nommés, ils me disent Xavier, merci à l'administration. Je dis non, c'est la bataille qui fait les généraux. C'est pas moi. Parce que c'est par la prise de responsabilité que vous incarnez. Qu'un talent s'incarne en succès, si vous voulez. Donc, il faut que chacun accepte d'aller dans l'eau. Et donc, la grande qualité des historiens, c'est qu'ils plongent. Dans une entreprise dans laquelle les personnes se sentent respectées, non pas coucounées, il ne faut pas se tromper, mais véritablement respectées, dans lesquelles elles ont le sentiment qu'il y a de l'équité, de la justice, qu'il y a de l'écoute. Mais on ne le dit pas assez, le cœur du management, c'est l'écoute et la confiance. Je ne dis pas encore la mollesse. Un tout petit peu de douceur de temps en temps ne fait pas tant de mal que ça. Et contrairement à ce que peut-être certains pensent, je pense que la douceur est une vertu très vigoureuse. Quand quelqu'un utilise mal un mot, il faut le reprendre. Quand quelqu'un commence à jouer un tout petit peu avec la réalité, il faut le reprendre tout de suite. Et donc on a toujours été très strict sur les langages, sur les mots. Quand les gens jouent avec les idées, chez les cyber, ça ne marche pas. Quand quelqu'un commence à pipoter, alors là tout de suite tout le monde commence à rigoler. Et on a eu des grands dirigeants qui ne sont pas restés plus d'1 mois. Alors qu'ils étaient venus de très grandes sociétés, c'était des vedettes, ils pipotaient. Ils n'ont pas tenu. Ils sont partis d'eux-mêmes d'ailleurs parce que ça ne marche pas. Et donc ça c'est par contre et ça c'est de la tête parce que la tête doit donner l'exemple, donc c'est vraiment toute l'organisation. Et c'est une notion de vérité, d'honnêteté. C'est la vraie honnêteté intellectuelle, si vous voulez. Donc je crois que ça, on est très soucieux de maintenir ce niveau d'honnêteté intellectuelle.
C'était Entreprise, le choix des hommes, réalisé par Marc Janson. Sur ce plateau, nous allons poursuivre notre débat sur le management humain avec nos 4 invités. Alain Chaille de chez Bruno, Philippe Cuny d'Essilor à Dijon, Jacques Voisin, président de la CFTC, et le frère Samuel Rouvillois, conseiller de Patron Chrétien. Alors on l'aura bien compris à travers ce reportage, le management est subtil, le bien-être des salariés n'est jamais acquis. Il faut être en perpétuelle adaptation. Vous le dites bien, Alain Chaille, finalement, le matériau humain est très complexe. Alors, c'est vrai que, à travers ces exemples de Bruno, d'Essilor, le succès semble assez présent concernant le bien-être des salariés. Si on voit le bon côté des choses, il faut quand même revenir aussi dans la réalité. La crise est là. Alors, Alain Chaille, première question, elle a été vécue comment chez Bruno, la crise? Il y a eu des licenciements? Non. Il y a eu... Aucun. Il y a eu des adaptations, on va dire. C'est-à-dire que nous avons profité, si vous voulez, de cette situation pour réorganiser un petit peu certains services, pratiquer, je dirais, des mobilités, beaucoup de mobilité interne, des gens qui ont changé de métier, mais avec des accompagnements, de la formation. Mais c'était des choses qui étaient déjà un petit peu dans l'air du temps. C'était des choses qu'on avait un peu prévues et on a beaucoup travaillé autour de ça. Puis il y avait aussi quelques personnes pour qui il n'y avait plus d'avenir professionnel dans l'entreprise. Donc nous les avons accompagnés à l'extérieur, en travaillant avec eux, en comprenant quels étaient leurs besoins et en essayant de les positionner le plus possible pour qu'ils soient en situation de réussite. Des personnes qui arrivaient en fin de carrière? Pas nécessairement, mais des gens qui ne pouvaient plus forcément faire ce travail-là, ou des gens qui n'avaient plus la possibilité de faire autre chose dans l'entreprise, ou ne voulaient plus, et qui étaient déjà dans une posture bien avant la crise, qui était déjà une attitude, une posture de changement. Et en final, chez eux, la crise a été un facteur déclenchant, et quelque part peut-être que ça les a aidés à prendre une décision de changement de vie professionnelle qu'ils auraient eu peut-être du mal à prendre dans d'autres circonstances. Philippe Cuny, ça s'est passé comment chez vous à Essilor, à Dijon? Il y a eu des suppressions de postes? Non plus, et je crois que nous avons 2 grandes forces au sein du groupe Essilor. La première, c'est d'être très international, puisqu'un tiers des salariés de nos collaborateurs travaillent sur le continent asiatique, un tiers en Europe, un tiers aux États-Unis. Donc ça nous permet de bien comprendre ce qui se passe au niveau mondial, les marchés, et puis voilà, les baisses des ventes ou l'augmentation des ventes, c'est jamais en même temps sur tous les continents. Et notre réseau d'usines fonctionne avec des vases communicants, c'est-à-dire que voilà, quand il y a un peu moins de verre à faire dans une région, c'est l'autre région qui va lui amener du travail. Et puis la deuxième force, c'est la capacité d'adaptation. Essilor a construit toute son histoire autour de cette faculté de s'adapter, c'est-à-dire de regarder bien devant où sont les dangers, quelles sont les attentes changeantes des clients, de la technologie, et puis passer du temps à discuter avec les salariés pour s'adapter en permanence. Alors je reviens un peu au film. Qu'est-ce que ça vous a fait tous les deux de vous voir, de vous regarder, d'être de l'autre côté de la caméra, à la Chaille? Écoutez, c'était une première expérience, donc j'en tirerai un certain nombre d'enseignements pour les fois prochaines peut-être. Non, ce qui est intéressant, ça nous permet de revoir l'entreprise, parce que quand on est au cœur de l'entreprise, on ne la voit jamais de la même façon, on y est trop habitué, et donc ça permet quelque part, un petit peu au travers l'œil de la caméra, de prendre du recul, de voir aussi un peu les choses différemment. Mais j'ai trouvé des similitudes entre Essilor et Bruno qui étaient assez étonnantes, on ne se connaissait pas avant. Donc. C'était l'occasion de vous rencontrer ce soir. Absolument. Alors, Jacques Voisin, on poursuit sur le fait que la crise, elle est là depuis 2 ans et la violence, on l'a vu, s'est accentuée. On pense à des séquestrations de patrons qui peuvent arriver lorsque des salariés arrivent à bout. Alors ça, c'est des actes que vous cautionnez quand vos adhérents vous téléphonent en vous disant, voilà, on a envie de séquestrer notre patron. Qu'est-ce que vous leur dites ? Non, je crois qu'on ne peut jamais cautionner la violence, on ne peut jamais cautionner des actes comme cela. On essaye de comprendre, on essaye de voir pourquoi on peut en arriver là. Donc c'est à partir de cette analyse-là que nous réagissons. Il y a des situations extrêmes, il y a des situations très difficiles, des gens qui perdent leur travail, perdent
aussi le sens de leur vie, bien souvent, avec les difficultés que ça représente pour les familles, pour tous ceux qui les entourent. Le travail, c'est très important. On l'a vu dans le film, et ça a été souvent mis en avant. Donc, c'est ça qu'ils perdent. Et donc vous ne soutenez pas ces actions-là? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais nous voulons... Il faut quand même les regarder comme des gestes, effectivement, extrêmes, qui tiennent à quelque chose. Et essayer de les comprendre ces comportements-là, même si, effectivement, on ne peut pas, je veux dire, comprendre ce qui a amené à ces comportements-là, même si on peut bien sûr en aucun cas soutenir ces démarches-là. Donc c'est un travail de fond qu'il faut faire. La violence, elle est visible, mais la violence, elle est celle du système. Enfin, on comprend que quand des gens, pour des explications qui relèvent de l'économie mondiale, se voient tout d'un coup privés de l'entreprise qui maintenait un pôle d'existence, de dynamisme et d'espérance sur une grosse ville, un gros village, un gros bourg, on comprend très bien que ça échappe aux gens et que la violence qu'ils subissent d'incompréhensibilité d'une entreprise qui fonctionnait bien dans certains cas, c'est pas une entreprise qui était en dépôt de bilan, mais pour des raisons de compétitivité supplémentaire, on va délocaliser les choses. Et donc, je dirais la visibilisation de la violence dans des actes de réaction, elle est souvent le signe d'une violence qui aujourd'hui est ce qu'on appelle une violence systémique et qui est à l'échelle mondiale. Et si Laure et Bruno sont bon, j'allais dire, on grandit avec des outils et puis ils sont dans des domaines dans lesquels la violence, elle est peut-être à venir, elle n'est pas encore trop forte. Oui. Vous pensez que ça risque de s'accentuer? Je prends l'exemple, peut-être pas pour Essilor, bien que Michelin s'est cru longtemps à l'abri de la violence de la compétitivité. Aujourd'hui, qui aurait dit il y a 15 ans que l'automobile elle est dans la crise dans laquelle elle est aujourd'hui? Qui allait dire que la Chine allait très vite, si rapidement réussir à fabriquer des contrefaçons qui commencent à être honnêtes? Voilà, on souhaite de tout cœur qu'on n'ait pas un géant chinois qui vienne concurrencer Essilor dans les 15 ans. Mais voilà, c'est pour dire qu'on est dans des rapidités aussi et des globalités de phénomènes économiques qui fait que c'est une chance, je dirais, à préserver. On n'a pas de garantie qu'elle va durer, quoi. Et Philippe Cuny, alors vous réagissez. Je réagis parce que. Alors sur ce pronostic, les choses qui s'emballent, qui nous échappent, vous en pensez quoi de ce que vient de dire frère Samuel? Il y a des gens qui découvrent aujourd'hui la mondialisation, la délocalisation. Essilor, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que petit à petit, il explique à ses salariés les mécanismes, qu'il a ouvert ses premières usines en Asie, aux États-Unis. Et donc, la crise, ça n'a pas été une surprise pour les salariés. Ils ne l'ont pas pris de plein fouet. Ils savent depuis des années que le coût horaire est plus cher en France, mais ils savent aussi qu'en France, ils apportent une contribution qui a de la valeur pour le développement du groupe. Mais vos ouvriers, Philippe Cuny, ils en ont peur de cette crise. On en entend parler partout dans les médias. Ça génère des peurs. La crise, celle que l'on vit en ce moment, ils ont peur de cette crise-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Moi, je crois que, en fait, si on sait anticiper, si on sait faire de la prospective, si on sait se préparer, parce que l'entreprise est en continuel changement, et en fait, si on se préparer ses hommes, préparer ses équipes à ces évolutions, sachant que ça bouge tout le temps, vous le disiez, c'est toujours en évolution, donc ça se passe autrement. C'est-à-dire que si on a le souci des personnes que l'on a et que l'on a dans son entreprise, de leur devenir, de leur avenir, de leur évolution professionnelle, ça marche autrement. Donc la violence, séquestration de patron, c'est pas la solution. Non, absolument pas, en aucun cas. Mais je comprends, moi, je veux dire, on comprend, c'est une réaction aussi à des comportements. On a vu ces violences, ça venait de quoi? De ce que certains qualifiaient comme profiter de la crise. Certains ont profité de cette crise, n'ont absolument pas tenu compte des conséquences. Ça a été le salarié jetable, ça a été la première variable, comme on dit, c'est toujours les salariés, donc c'est toujours l'homme qui a pris. Et celui qui est le plus fragile dans l'entreprise, qui a pris les conséquences. L'autre image qui est intéressante, c'est de regarder, et on s'est tous posé la question, nous syndicalistes, et nous en particulier CFTC, c'est de se voir que quand on était dans une restructuration, de ces derniers temps, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'était la revendication, c'était le chèque, c'était pas mon emploi, c'était pas quel va être mon avenir et quel va être mon travail de demain, mon emploi de demain, c'est le chèque. Eh bien, ça, c'est le comportement naturel de gens qui ont dit, mais en face, tout le monde a quitté le bateau et tout le monde s'est servi au passage, tout le monde a eu mon chèque et je veux mon chèque. Donc, on a aussi là, au niveau de l'éthique et de la morale, individualiste, c'est ça que vous voulez dire aussi? Bien sûr, et l'individualisme a été construit, fabriqué depuis une quinzaine
quinzaine d'années dans le management des entreprises. Hein. Ça fait partie des choses. Oui, je dirais simplement en vous écoutant que oui, c'est vrai que la mondialisation a accéléré les processus. Hein. On vit dans un monde professionnel, mais aussi dans la vie privée, on vit dans un monde beaucoup plus dynamique, où les choses changent beaucoup plus vite qu'avant. Et de ce qui est important, c'est justement d'essayer d'anticiper, d'avoir la vision, d'essayer d'anticiper le plus possible. Parce que si on anticipe, on est capable de voir, autant que faire se peut, les mauvais coups arriver, on est capable de s'adapter, on est capable d'adapter l'organisation, on est capable de travailler avec les hommes pour changer les choses. Et je pense que quelque part, personne n'est à l'abri. Vous citiez l'exemple de Michelin, personne n'est à l'abri d'un mauvais coup. Mais à partir du moment où on est vigilant, à partir du moment où on regarde loin devant, on anticipe, on est capable, à mon avis, d'éviter malgré tout un certain nombre de pièges. Condition aussi qu'on reste propriétaire de son entreprise, ou directement ou indirectement. Hein, parce qu'on connaît aussi de magnifiques entreprises, puisque les préoccupations qui sont les vôtres de vous concentrer sur l'humain, ça n'est pas le cas des 90% des entreprises. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un pourcentage des entreprises françaises, comme mondiales, qui affichent qu'elles ne se préoccupent pas de l'humain. Il y en a qui l'affichent, qui s'en préoccupent et qui s'en préoccupent à géométrie variable, et il y en a qui s'en préoccupent vraiment, et vous faites partie, vos deux entreprises, de gens qui ne se contentent pas de le dire, mais qui le font. Voilà. On en revient à ces questions de mal-être et de violence. Frère Samuel, on pense bien sûr à la série de suicides chez France Télécom. Alors ça, c'est quand même un phénomène qui interroge. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé depuis ces affaires-là qui surviennent depuis 1 an et demi? D'abord, France Télécom, c'est une entreprise, je dirais, malheureuse, au sens où elle est typiquement à l'endroit de la crise. Oui. Hein. Elle était un service public. Transformer un service public en un service commercial, c'est ce que d'autres entreprises, comme la SNCF, EDF, GDF ont eu aussi à faire, mais je dirais la rapidité et le degré de compétitivité, voilà, le degré de... Et puis, voilà, il aurait fallu peut-être un management qui anticipe beaucoup plus la manière dont ça allait secouer l'ensemble du personnel de l'entreprise et comment, dans certains cas, accompagner le changement à tous les niveaux. Mais c'était une entreprise énorme et donc Pour vous, c'est un cas un peu particulier? Oui, parce que passer du service public, la mentalité du service public... On ne pourrait pas le voir dans le privé, on le retrouve avec la Poste, aujourd'hui. Oui, voilà. Non, on ne verra pas dans le privé. Enfin, dans le privé, on a un stress, on a des situations... Aujourd'hui, la question du stress au travail, la question des situations de gens qui sont en état de semi-dépression, qui sont en état d'addiction à l'égard de l'alcool ou d'autres choses parce qu'ils n'arrivent plus, y compris un certain nombre de managers, est assez courante. Elle n'est pas propre à France Télécom. Mais là, France Télécom, c'est à mon avis ajouter une espèce de perte d'identité. Parce que le service public, c'est quand même une dimension qui correspond même à la culture politique de notre pays. Et se retrouver face à des exigences de compétitivité sur un marché complètement ouvert, ces gens étaient tous sauf préparés à ça. Vous avez raison, de manière très brutale. C'est arrivé très bien. Comment vous l'avez-vous perçu à la CFTC, ces phénomènes en chaîne à France Télécom? On les a forcément très mal vécus et nos équipes ont alerté encore. Là, je citais la Poste tout à l'heure, c'est l'exemple, c'est le dernier exemple en date. Toutes les organisations syndicales avaient dit attention, on n'est pas loin de la situation de France Télécom. Et donc il n'y a pas eu cette anticipation, ça c'est la première chose, l'anticipation pour avoir l'évolution de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on est parti d'une logique de service, dans l'état d'esprit où on était pour le service aux clients, alors dire demain, non, c'est pas ça, c'est rentabilité maximum et rentabilité à outrance. Et donc productivité, on l'a vu quand on a par exemple, on parlait tout à l'heure des plateformes, il y avait des plateformes dans le film, des plateformes clients. Là, les conditions de travail aux plateformes clients, par exemple, à France Télécom, mais c'est ce qu'il y a de plus abominable. Vous le verriez, ce même scénario à la Poste? Et je ne connais pas dans le détail, donc, les conditions dans lesquelles l'entreprise a évolué et les conditions dans lesquelles sont mis les salariés face à cette concurrence, la concurrence à outrance, ne fait que provoquer des situations comme celle-là. Et en fait, au bout de ça, et c'est pour ça que le film est intéressant, on a envie de se pincer quand on regarde le film. On quitte, c'est un rêve, ça fait du bien. C'est extraordinaire, vous, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que vous entendez l'écoute, ces mots-là, l'écoute, la confiance, le dialogue, le respect. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais on a besoin de ça, à bien des endroits. Et on sait que la réponse est là. C'est-à-dire, c'est pas une utopie, ça passe par là. Alors, il faut vraiment qu'on avance et qu'on puisse mettre. C'est pas facile à instaurer quand on est sur une culture qui n'a
pas été comme ça. Encore une fois, rattraper un retard, c'est plus facile quand on a commencé, et que progressivement on a fait monter cette culture, notamment de la relation à l'autre, en même temps que l'entreprise a grandi. C'est beaucoup plus difficile à rattraper quand l'équipe dirigeante n'est pas convaincue. Enfin, moi j'ai rencontré des entreprises où même les cadres supérieurs sont même pas convaincus de la nécessité de cette interdépendance. Et vous le disiez très bien tout à l'heure aussi, on n'est pas du tout dans le même esprit. On a affaire à des gestionnaires, des purs gestionnaires, qui ne connaissent pas l'entreprise, qui ne connaissent pas le travail, qui ne connaissent pas, c'est plus l'ingénieur. C'est pas la question de l'organisation pour vous qui est en jeu dans ces problèmes-là. Aussi. C'est ça aussi, ou c'est la question du lien, de la confiance à la chaille. Excusez-moi. Non, je dirais simplement que si vous regardez bien les deux films, à plusieurs moments, le mot culture a été prononcé, que ce soit ça vient du haut, du coup, ces valeurs-là. On parle du haut. Par exemple, je vais vous citer un exemple. Nous, on a un programme de management, si vous voulez, qui est assez intéressant, et on a 15 icônes pour piloter ça, des petites images. Donc tout le monde les connaît à l'entreprise. Et la première des premières, c'est quoi? C'est l'escalier se balaye par le haut. C'est la valeur de l'exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, comment voulez-vous que moi, membre du comité de direction, responsable de service, je puisse exiger quelque part de mon collaborateur quelque chose si moi-même j'ai une posture, une attitude qui n'est pas en cohérence avec ce que je demande. Donc vous citiez l'exemple de dire il faut donner l'exemple par le haut, je crois que c'est fondamental. Et c'est que par le haut, Philippe Cuny, ça peut partir du bas aussi, ou c'est que le patron qui insuffle cette culture-là? Non, je crois aussi que ça peut partir du bas. Et ça, c'est une des forces d'Essilor, c'est-à-dire que le patron, il n'impose pas des règles, Monsieur Fontanet. Mais il rappelle à tout le monde quand les comportements ne sont pas ceux qui doivent être. Et donc, c'est une question d'organisation, c'est-à-dire c'est la qualité de la relation qu'on va créer à tous les étages dans l'entreprise qui va la rendre performante. Et ça, c'est un choix d'organisation. Alors, vous ne perdez pas de vue l'objectif premier qui est la performance. On l'entendait dans le reportage, Xavier Grenet disait... Avant tout, c'est quand même la performance qui prime. La personne vient derrière, les deux fonctionnent ensemble, mais il y a quand même une hiérarchie dans les priorités. Les gens qui vivent dans une usine, ils savent que la performance vit en même temps que les sourires dans l'atelier. Parce que quand les machines elles fonctionnent mal, quand la matière première n'est pas bonne, quand les gens se disputent, etc., l'entreprise n'est pas performante. D'accord ? C'est vrai, il peut y avoir des entreprises performantes où on ne sourit pas. Particulièrement dans les usines, quand effectivement il y a un bon dialogue, il y a une bonne entraide, que les équipements fonctionnent bien, que les produits sont beaux, les sourires ils reviennent. Alors ça fait penser, frère Samuel, l'Église, je crois que c'est le Concile Vatican II, dit le profit d'entreprise, c'est pas la finalité, c'est un moyen, mais c'est réaliste de dire ça aujourd'hui pour la survie des entreprises? Il faut faire attention, les dirigeants d'entreprise ne sont pas des philosophes. Donc quand ils parlent de la performance, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que la condition de survie de l'entreprise, c'est qu'elle génère de la richesse économique, sans laquelle elle n'existe pas. Mais concernant l'Église, alors, moi, ce qui me semble vraiment, l'Église, ce qu'elle insiste, c'est que ça, c'est un objectif, la rentabilité, la compétitivité. Par contre, la finalité propre d'une entreprise, c'est de permettre à des personnes humaines de travailler. Et on le voit là. L'entreprise, elle est au service des personnes pour leur permettre de travailler. C'est ça, sa finalité humaine. C'est ça, réellement, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Eh bien, précisément, d'abord, il faut qu'elle le puisse. Donc encore une fois, là on a deux entreprises qui peuvent se le permettre, mais il y a un seuil de compétitivité. C'est à quelles conditions alors? Il faut être moi j'essaie d'identifier. D'abord il faut un champ économique qui le permet. Donc il faut un seuil de violence économique limité. Quand vous êtes dans un degré de guerre économique où tous les coûts sont permis et où vous êtes avec des marges minimum, de toute façon la pression est telle que l'humain vous allez faire ce que vous pouvez. Mais voilà. Le deuxième élément c'est qu'il y a des éléments d'organisation. J'entendais tout à l'heure qu'il faut la confiance, mais il faut aussi l'organisation. Il faut qu'au moins l'organisation n'empêche pas les relations humaines. Et si possible, qu'elle les favorise. Par contre, il ne faut pas que l'organisation prétende les instaurer. Il faut faire très attention. L'organisation, elle ne décide pas des personnes. Et donc, il faut qu'elle est là pour les favoriser. Je pense que le troisième élément, c'est la culture, on l'a dit. Et cette culture, il faut faire très attention. Elle se perd très vite. Il y a des entreprises qui ont été rachetées par des financiers. On a décapité la tête. On a changé toute la culture en 5 ans. Des gens qui ont perdu complètement leur point de repère humain, leur point de repère dans l'ordre du métier. Et puis, quatrième élément, moi, je voyais, c'est le choix des personnes. Il y a quand même notamment le choix des managers, le choix des dirigeants, c'est quand même un élément clé. Et il faut tout ça. Et ça, il faut pouvoir se le permettre économiquement. Il faut pouvoir le gérer dans la durée, parce que le recrutement des personnes, ça se fait pas en 3-4 ans quand c'est des entreprises de plus de 10 000 personnes. Et puis, les organisations, il faut aussi qu'elles soient capables d'être évolutives. Enfin, ça fait
c'est pas un luxe, hein, mais c'est aujourd'hui quand même très très élaboré d'avoir une entreprise à qualité. Des entreprises d'une certaine taille et qui soient suffisamment performantes. Et ni trop grosses non plus, parce qu'il faut que les entreprises qui sont trop grosses, on sait qu'elles veulent faire des gains de productivité en standardisant les process, en homogénéisant les choses et en neutralisant la singularité des individus. On a bien vu là que le souci d'Essilor et de Bruno, c'est de permettre qu'il y ait quand même une adaptabilité. Mais vous avez des entreprises qui vont dire les gains de productivité potentiels en standardisant toutes les manières de faire sont de temps. L'actionnaire réclame une augmentation de la productivité. On est obligé d'obéir. Alors, quand vous dites trop gros, c'est quoi le seuil à partir du moment où on n'a plus vraiment cette dimension-là moi, je pense que c'est une question d'échelle. Il faut que l'équipe de base dans laquelle on travaille, qui doit être de pas plus de 20 personnes, ait un minimum d'autonomie. Et si on est déjà une équipe de 200 personnes qui travaillent de manière parfaitement homogène et standard, c'est plus possible. Il faut qu'il y ait des seuils d'autonomie, mais ça, c'est des logiques humaines. Et donc, il faut un management de ce que l'Église appelle la subsidiarité. Hein. On l'a bien vu, votre manière de parler de votre site, on voit bien que vous n'êtes pas un site standard. C'est vous qui le dirigez, les gens qui travaillent avec vous, ils travaillent avec vous, et que vous êtes maître du bateau. Vous n'êtes pas simplement commandé d'en haut et standardisé, gaufré par quelqu'un qui vous a formaté. Ça, je pense que c'est... le frère a raison d'insister là-dessus, parce que je pense que c'est une donnée qui est fondamentale, surtout dans un monde un peu perturbé tel que le nôtre. Aujourd'hui, il faut un management de proximité. Donc ça veut dire que les gens se connaissent, d'accord ? Et même avec nos clients, il faut avec une relation de proximité avec nos clients. Donc ça, c'est des phénomènes fondamentaux. Et c'est vrai que plus une entreprise grossit, elle a un risque. Souvent, on dit, en France, il y a les petites entreprises. Voilà. Alors, vous avez le risque du cloisonnement, vous avez le risque de déperdition à chacune des strates, etc., etc. Vous avez le risque, en poussant, je ne citerai pas de nom, mais dans des très grandes entreprises, où on sort la note 218 625, et puis on ne se soucie pas de l'application. Or, si on rejoint la question de tout à l'heure par rapport au stress ou autre, un de mes collaborateurs disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont des aptitudes pour faire des choses, et pas pour faire d'autres. Et ça, c'est intrinsèque à l'être humain. Donc quand on force quelqu'un, si vous voulez, avec la baïonnette dans le dos à aller faire quelque chose, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est je dirais pas que c'est du b.a.-ba de management. Puis il n'est pas appliqué. Enfin, je prends l'exemple aujourd'hui du monde de l'hôpital, par exemple, hein, les services sociaux. On est en train de standardiser, de tailoriser les services sociaux. On est chez les fous. On est en train de réclamer aux infirmières qu'il y ait une traçabilité de leurs actes techniques. Alors c'est terrible. On va finir par avoir plus le droit de dialoguer ensemble dans une entreprise comme les vôtres. Et par contre, l'infirmière, elle n'a pas le temps de dialoguer avec le malade parce qu'il faut qu'elle pose des actes techniques selon un process de rentabilité maximum. Là, il y a des vrais profs. C'est juste ce que vous dites. Dans nos usines, nous sommes en train de sortir du taylorisme parce qu'on en a compris les limites. C'est ce que vous vivez à Essilor, l'expérience. Oui. Et puis pour permettre aux chefs d'équipe, aux chefs d'atelier de mieux comprendre c'est quoi le comportement qui permet le travail en équipe, etc., on s'appuie sur toute une description de comportements observables et on les entraîne à les repérer. Et on fait beaucoup d'évaluations comme ça pour leur montrer que la façon dont il a animé la réunion, la façon dont ils ont réagi face à un dysfonctionnement, est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il n'était pas bien, pour leur permettre de sentir qu'il y a des moyens de dire les choses, il y a des moyens d'exprimer sa colère, il y a des moyens de mettre les mots justes sur ce qui déplaît. Et puis après, une fois qu'on a dit ça, on sait ce que l'on veut, on sait les solutions qu'on cherche, on se pose la question, pourquoi on en est là ? Et on écoute. Mais là, il faut du temps pour ça, parce qu'il faut que chacun autour de la table fasse ce cheminement de compréhension et ne reste pas sur des positions personnelles. Donc c'est le temps, je l'ai entendu tout à l'heure. Quand un site, on doit le réorienter vers une autre activité, mais il faut 5 ans, il faut 10 ans. Ne croyez pas qu'en 3 mois, des gens qui ont fabriqué, ils vont être des champions du commercial ou de la réponse au téléphone. C'est frappant, l'apprentissage relationnel. C'est tout nouveau, en fait, le développement du tertiaire. C'est une culture qui se met en Tout à fait. Les entreprises, on faisait des choses. Et donc, je dirais, c'était le savoir-faire qui déterminait l'essentiel des choses. Et le savoir-être est très important. Et au fond, moi, je trouve que c'est très riche, mais c'est beaucoup plus difficile parce que l'apprentissage relationnel, ça touche des fragilités affectives qui sont quand même plus subtiles, plus fines, qui sont d'ailleurs où là la complémentarité homme-femme elle joue beaucoup parce que les femmes ont une intelligence relationnelle souvent plus poussée que nous. On en revient, Jacques Voisin, à cette question du taylorisme. C'est quoi les limites ?
Je pense que maintenant, il faut que c'est complètement dépassé. Et j'aimais bien dans le film que j'étais présenté. C'est dépassé en théorie, mais pas forcément dans la pratique. Non, voilà, il faut encore le dépasser dans la pratique, dans bien des cas, notamment dans toutes les chaînes automobiles ou dans ce qu'on peut voir. Mais je crois qu'il faut vraiment le dépasser. Et l'exemple des deux entreprises est intéressant dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce qui est important aussi, c'est que la personne puisse se situer, se reconnaître dans l'entreprise, reconnaître sa place, on parlait de la place de la personne dans l'entreprise, et savoir pourquoi elle est là, et son travail, et quelle est la valeur de son travail, et le travail dans le processus de production et dans l'ensemble. Et le taylorisme, c'est tout le contraire, quoi. C'est la bêtise humaine, quoi. Voilà. Et donc, il faut il faut aller vers ces évolutions-là. On fait la démonstration que c'est possible, et bien avançons comme ça, et franchement, peut-être que demain, le taylorisme sera dépassé. Il est aussi dépassé, dans certaines chaînes de production automobile. Il y a les îlots. Les îlots travaillent sur îlots. On fait ensemble le moteur, ou on fait ensemble telle partie de la voiture. Et ça, c'est vraiment du concret. Et on a montré que, eh bien, en termes de performance, ça fonctionnait bien et mieux en termes de qualité. Il n'y avait aucune difficulté, bien au contraire. Oui, mais ce qui est important, on l'a vu aussi dans le film chez Essilor, l'important, c'est que les gens dans l'entreprise, dans un service X par exemple, comprennent ce que fait le service Y et ce que fait le service Z. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, ça devient un partage d'expérience, ils comprennent mieux leur rôle à l'intérieur, ça donne du sens à chacun des sous-ensembles, et donc ça donne du sens au global. Et ça, c'est des éléments très très importants. Alors qu'effectivement, le côté très taylorien, où je recloisonne les choses et autres, à mon sens, est effectivement dépassé. Alors, on en revient à un débat un peu plus général. On parle bien ce soir de la place de l'homme dans l'entreprise, donc notamment la question du respect des anciens salariés, ceux qui vous ont accompagné pendant pas mal d'années. On a vu, il y a des collaborateurs à long terme dans ces deux entreprises qu'on vient de voir. Alors, la réforme des retraites, c'est au cœur de l'actualité. Vraisemblablement, les entreprises ne vont pas en supporter le coût. C'est le salarié qui va avoir cette durée de cotisation qui s'allonge. Mais donc, finalement, on entend assez peu les entreprises sur ces questions-là. Alain Chaix, c'est parce que ça ne vous concerne pas, c'est une affaire Bien sûr que si, toutes les entreprises sont concernées, et je pense qu'elles le seront encore plus, une fois qu'on aura un peu de visibilité sur ce qui va se passer, elles le seront encore plus parce que, quelque part... De quelle manière? Alors vous, concrètement, comment vous parce qu'en fait, si vous envisagez ces questions-là dans une vie d'entreprise, vous gérez l'entrée de jeunes, de 109, vous gérez l'entrée de jeunes, vous gérez la vie à un moment donné d'un cœur de collaborateurs qui est là depuis un certain temps, et on doit gérer aussi la, entre guillemets, fin de carrière de nos collaborateurs. Or, aujourd'hui, c'est vrai que si on repousse l'âge de la retraite, et nous allons visiblement vers ce sens-là, ça veut dire que les entreprises vont devoir être imaginatives, vont devoir accompagner, vont devoir travailler avec les seniors pour voir un peu comment le senior peut continuer d'être très contributif dans l'entreprise, bien vivre son travail, et en même temps avoir un rôle fédérateur dans l'entreprise. C'est pas le cas aujourd'hui, vous en parlez comme quelque chose dans le futur. Bien alors les seniors, justement. J'aurais tendance à dire chez nous, ça l'est, mais c'est vrai que quelle politique vous avez vis-à-vis des seniors si vous voulez, parce que c'est lié évidemment. Bien sûr. Donc vis-à-vis des seniors, là c'est pareil. On est très attentif. Alors, déjà, si vous voulez, je pense qu'on peut pas faire de règles du jeu mathématiques en disant c'est comme ça pour tout le monde. C'est là où on commence à retrouver la logique d'individu. Parce que quand vous arrivez à un certain âge, vous avez des gens fatigués, vous avez des gens qui ont eu des incidents de la vie, des fragilités et autres, et tout ça faut en tenir compte. Donc c'est plutôt au coup par coup. Mais ce qui est important, par exemple, les mobilités sont importantes. Quelqu'un qui a fait un travail depuis un certain temps. On voyait tout à l'heure dans le film Bruno, vous avez vu les livreurs. Mais quand vous faites ce travail-là depuis très longtemps, que vous avez porté beaucoup de produits, monté au 5e étage, etc., à un moment donné, c'est possible que vous soyez un petit peu fatigué quelque part. Et donc pour nous, entreprises, là aussi, on retrouve toujours les mêmes mécanismes. On anticipe, on connaît les gens, on regarde, on anticipe. Et à ce moment-là, on cherche à résoudre les problèmes par de la mobilité, par exemple. On leur propose d'autres
tâches, d'autres travaux En interne. Absolument en interne. Ceci dit, la question de les retraites, elle est beaucoup plus large que la question de savoir si vous allez travailler quelques années de plus. Enfin, je m'excuse. La question des retraites, c'est une question. C'est une question d'injustice générationnelle monumentale qu'on essaye d'éviter et qui est un fait. C'est la protection sociale. Mais c'est surtout qu'il y a une génération auquel on dit depuis 10 ans que le papy boomer vont les laisser enfin accéder au plein emploi. Aujourd'hui, il y a une génération qui est au pouvoir, qui est en train d'aller vers la retraite, qui a connu la période la plus florissante que l'humanité ait jamais vécue, qui a profité de tous les avantages, et derrière lesquels succède une génération qui est celle des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le travail, qui sont dans un monde hyper complexe, dans lequel ils n'ont pas de point de repère, dans lequel gagner sa vie est extrêmement difficile, dans lequel ils sont voués durablement à la précarité personnelle et professionnelle. Et donc là, il y a une véritable problématique, c'est-à-dire qu'il va falloir clairement que les gens qui accèdent aujourd'hui au temps de la retraite acceptent que c'est bien évident que c'est pas leurs enfants qui vont la leur payer. Ça me semble clarissime. Donc il va falloir avoir le courage de reconnaître que les gens qui ont bénéficié dans le temps de leur travail d'une vie rêvée ont à accepter que leur retraite ne sera pas celle qu'ils avaient prévu d'avoir. Ça, c'est une question de justice générationnelle. Alors, Jacques Voisin, vous n'êtes pas pour ni l'allongement de l'âge légal, ni l'allongement de la durée des cotisations, donc vous êtes opposé à tout ce qui est proposé. Je veux bien, comparé à d'autres. Alors, Jacques Voisin, vous vous situez où? On parlait quand même tout à l'heure des travaux pénibles, on prenait l'exemple de Bruno pour les travaux, mais il y a pire encore. Jacques Voisin, vous vous situez où sur cette question des retraites? Vous avez un peu le même positionnement que FO, par exemple, ou pas? La question, non. Nous, ce qu'on dit, on est sur là aussi, la personne. Donc, tenter de personnaliser la retraite. Et l'âge de 60 ans nous paraît toujours un âge normal de départ à la retraite. Et donc on garde ce curseur. Rétablir un équilibre financier. Ce curseur. Et on dit, bon, celui qui a ses annuités à 60 ans peut partir à 60 ans. Et les autres? On n'a pas besoin de tout jouer. Parce qu'en même temps, alors évidemment, il y a la question des jeunes. La question des jeunes, elle est essentielle. Il y a la question des seniors, la question de la pénibilité. Il y a toutes ces questions-là qui sont posées. Les carrières longues. Quand même des gens qui ont travaillé à 14, 15 ans, 16 ans encore, ils sont encore sur le marché du travail, ce sera bientôt 18 effectivement, mais ils sont encore sur le marché du travail. Donc eux, si on met 63, on voit tout de suite où on va. Et donc il faut garder ce premier curseur, et nous on dit un deuxième curseur avec un système de surcote, de surcote pour essayer, une surcote incitative pour essayer de passer à 61, 62, 63 pour ceux qui sont aptes à le faire et qui souhaitent travailler plus longtemps. Un système on l'organise comme ça. Donc voilà, on est sur ce point-là. Deuxième chose, et vous l'avez très bien dit, frère, je pense que on n'a pas le droit de ne pas penser aux jeunes générations, et on n'a pas le droit non plus de leur remettre là sur la table d'échecs en disant nous on s'en va, les jeunes, débrouillez-vous. La situation des jeunes est une situation effectivement très difficile, et de précarité. Moi je regardais les chiffres, puisqu'on parlait de chiffres tout à l'heure, les chiffres c'est il faut 8 à 10 ans en moyenne pour qu'un jeune se stabilise dans l'emploi, trouve un emploi. Donc il faut quand même que l'on regarde ça. Et la question qu'on ne pose pas, que j'entends jamais évoquer, moi malheureusement, mais sur le fond, c'est la question des financements. On vous dit, on est dans les régimes par répartition, notre régime par répartition fonctionne par système de financement solidaire. On nous dit, c'est les générations actuelles qui la seule solution, c'est on va monter les curseurs, comme ça, l'affaire est... Et tout est entendu comme ça. Et nous, on se dit, attendez, j'ai un autre chiffre à vous donner. Moi, je l'ai dit au président de la République quand on a évoqué ce sujet-là au dernier sommet social. Dire, moi, il faut quand même qu'on mette tout sur la table. On parlait de justice, on parlait d'équité. La justice et l'équité en matière de financement, où est-elle? Posons-la la question de l'équité. Allons jusqu'au bout. Et je donne ce chiffre. De 83 à 2007, les revenus ont été multipliés par 1,2. Dans la même période, le PIB, la richesse produite, a été multiplié par 6. Et moi, je pose la question aux économistes, je pose la question à nos responsables. Où s'est passé ça? Comment on m'explique cette différence? Là, on est toujours dans une question de management, mais là, à niveau politique. Et donc, voilà, d'un management à niveau politique. Et donc, moi, je pense que c'est la question de ce qu'on appelle le politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice sociale, c'est une question beaucoup plus large que l'économie. Et le système économique libéral ne peut pas tenir lieu de philosophie politique. On est sur des modèles politiques qui sont des modèles politiques qui valaient dans le monde il y a 30 ans et qui sont des modèles politiques qui ne correspondent plus à la réalité. Vous parlez tout à l'heure d'anticipation. En quoi nos modèles politiques, qui sont quand même ceux qui viennent des années 60, c'est ça nos modes d'organisation collective. Une pertinence aujourd'hui. Et donc, la dernière question que nous posons,
c'est la juste répartition des richesses produites. J'ai vu ça quelque part, dans des encycliques, notamment la première encyclique sociale à Rerum Novarum, 1891. Et je dis aujourd'hui, redistribution. Posons la question de la justice redistributive. Et on a cette question-là. Donc quand on aura mis tout ça sur la table, en faisant très attention effectivement aux jeunes, parce que c'est les jeunes, bon, on l'a dit. Et attention aussi à la question des seniors et ceux qui sont sur les fins de carrière. C'est-à-dire à un moment donné, eh bien, il faut repenser, nous on dit 40-45 ans, hier on était senior, aujourd'hui il faut penser au deuxième temps de carrière. Comment on retravaille sur ce deuxième temps de carrière, comment on travaille sur le projet, le projet de vie, le projet distinguer le travail de l'emploi. Je pense que considérer que quelqu'un est en fin de carrière, il est en fin de vie salariée. Ça ne veut pas dire qu'il arrête de travailler. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Là, un homme à 60 ans, aujourd'hui, il est en pleine force de l'âge, au plan de son intelligence, au plan d'une certaine créativité. Et donc là aussi, il faut cesser d'identifier le rapport de l'homme au travail, à une œuvre à réaliser, à une valorisation de soi, et la période salariée de son existence. Souvent, c'est une période où, présentement, les gens peuvent commencer à travailler plus qualitativement, alors que la période salariée n'a pas toujours été celle où ils ont fait des choses qui correspondaient profondément. Donc là aussi, je pense que c'est une question plus globale. Et vous me faites penser à une autre notion, c'est celle de l'activité, la reconnaissance des activités, de l'activité. Alors, on a parlé de la crise, des retraites, des seniors, et donc ça fait finalement partie de cette question de la gestion des hommes. On peut se demander finalement qu'est-ce que c'est que le bon management pour vous, Philippe Cuny, en 3 points, ce serait quoi le guide du bon manager ? C'est tout d'abord une bonne écoute. Et ça, c'est très difficile. Parce que on a Pourquoi c'est si dur ? Parce qu'on a nos convictions, on a nos arguments, on a envie On ne sait plus écouter aujourd'hui ? Je ne sais pas, ouais. On a envie d'imposer nos points de vue. Et c'est à travers l'écoute, en travaillant avec les autres, qu'on découvre qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue, le nôtre. Il y en a un deuxième. Et puis le groupe, au bout, il partage tous ses points de vue, puis un point de vue assez naturel qui se dégage de ça et qui convient à tout le monde. Alors vos propres managers, ça se passe comment ? Vous parlez d'écoute, concrètement vous faites quoi ? On les entraîne à ça. C'est-à-dire ? On prend des gens dont la pédagogie, etc., qui savent enseigner ça. Et puis, on les met en situation, on observe, et puis comme un miroir, on leur montre. Parfois c'est la vidéo, puis on dit « Regarde, t'as coupé la dame là en face avant même qu'elle ait fini sa phrase. » Il y a un côté assez terrifiant, non, frère Samuel, de se dire il faut faire des trainings, il faut se mettre devant une caméra. Chez les Français, c'est une bonne rééducation parce qu'on est des handicapés mentaux de l'écoute, nous. C'est clair. On a des frères africains dans ma communauté. C'est une spécificité française. Oui, la manière de ne pas écouter l'autre, c'est une maladie très commune dans notre culture. D'accord. Je ne suis pas sûr parce que dans le groupe, nous on a beaucoup d'Américains. Et puis on a beaucoup d'Asiatiques. C'est la même chose pour eux ? C'est très différent du fait de leur culture. C'est-à-dire que les Asiatiques... Ils écoutent plus ? Quand vous dites à un Asiatique, tiens, tu vas faire comme ça, ils ont un tel respect du chef, etc., qu'ils vont dire oui, même s'ils pensent non. C'est dangereux aussi. Oui. Alors, on en revient à ces 3 points, Philippe Cuny. Alors, vous disiez l'écoute, c'est quoi les 2 autres points ? C'est avoir une vision. Et ça c'est un talent de quelques personnes d'exception, comme Xavier Fontanet. Parce que 15 ans avant, il avait vu comment il allait développer de façon mondiale le groupe. Il a anticipé et donc il n'a jamais été pris dans l'urgence à devoir relocaliser une production en Asie. Et le 3e point ? Ce sont ces 2-là. Il n'y en a que 2 alors pour vous ? Ce sont ces 2-là les plus importants. Il y en a un 3e pour vous, Alain Chaille ? Il y en a plein d'autres. Le respect, le partage. Mais moi je rajouterais quelque chose, c'est que je pense qu'on a toujours une fâcheuse tendance, je dirais, peut-être même en France, à vouloir intellectualiser les choses. Or, si on se comporte tout à fait naturellement, comme on est dans la vie de tous les jours, c'est pas parce qu'on franchit la grille du parc de l'entreprise qu'on doit avoir tout de suite une autre personnalité et mettre un masque. Or, les rapports humains sont des rapports simples. Mais pourtant, vous dites quand même que le matériau humain est complexe. Il est complexe parce que, si vous voulez, quand vous avez 50 personnes en face de vous, vous êtes manager de 50 personnes, d'accord ? Vous avez des agents professionnels, des agents de maîtrise, des techniciens, des cadres. Et puis vous avez des gens ce jour-là qui sont mal lunés. Et puis vous avez des hommes, vous avez des femmes. La complexité ne vient pas de l'être en tant que tel. Elle vient du fait qu'à un instant T, je dirais, les gens sont totalement différents. Ils ont des aspirations différentes. Ils ont pas, voilà. Les interactions. Ce qui fait d'ailleurs que de plus en plus, le manager a un rôle complexe par rapport à ça. Il doit s'adapter en permanence. Et je trouve que c'est... vraiment, des fois, je dis chapeau au manager parce que c'est pas simple de s'adapter en permanence, je dirais. Son rôle de RH, son rôle de responsable... il est presque plus responsable des ressources humaines
qu'il ne l'est. Enfin, il doit avoir intégré l'élément technique. Mais aujourd'hui, l'endroit oui, sur lequel tout à fait. on a besoin vraiment de lui, c'est sur l'élément humain. Tout à fait. Mais c'est là aussi où un manager... Il n'est pas toujours préparé à ça. Il est pas, absolument. Et le manager gagnant, c'est aussi celui qui connaît bien les gens. Il sait que, par exemple, là, il sait que cette personne actuellement elle a quelques petits soucis et tout. C'est pas il a une finesse, il perçoit, il s'adapte. Quelqu'un qui a une fragilité momentanée, c'est pas la peine, si vous voulez, par exemple, même s'il a fait une petite erreur au travail, c'est pas la peine de le mettre la tête, voilà. Donc on sait qu'il a une fragilité, donc on va l'aider, on va l'accompagner pendant cette période-là, voilà. Et donc c'est connaître les gens, être proche et se servir de dans le sens positif du terme, se servir bien sûr pour gérer et faire en sorte que ce soit un équilibre, une équipe. Tout à l'heure vous parliez d'équipe, et ça c'est fondamental. Le collectif est fondamental. J'ajouterais, pour compléter, il n'y a pas les managers d'un côté et puis les ouvriers de l'autre. C'est-à-dire qu'on prend la même attention à ce que les managers se comportent correctement dans le dialogue et que les ouvriers se comportent correctement dans le dialogue. On n'accepte pas plus qu'un ouvrier dise « Oh, le chef, il se fiche de nous ». On ne l'accepte pas. De la même façon qu'on n'accepte pas qu'un chef d'équipe... égal là-dessus. C'est l'ensemble. Voilà, c'est la qualité de la responsabilités sont hiérarchisées, entre mais les gens. La relation, elle est d'égal à égal. Ce sont deux êtres humains. Et je ne vois pas pourquoi on ferait une distinction entre le comportement d'un manager qui doit être exemplaire et celui d'un ouvrier qui ne doit pas l'être. Et ça, c'est une vraie révolution qui n'est pas toujours facile à mettre. En tout cas, oui, les ouvriers, ils aiment ce mode de fonctionnement. Mais la différence se fait par les responsabilités, l'organisation, mais se fait pas par les choses de la vraie vie, quoi, tout simplement. Là, on devrait tous, nous sommes tous égaux dans la façon de nous comporter. Jacques Voisin. Moi, il y a beaucoup de choses, effectivement. Je pense au dialogue. On a parlé du respect, on a parlé de l'écoute, le dialogue, c'est ça. Et puis, comme le disait le frère, on est écouter, c'est entendre aussi. Et puis, c'est donner du sens. Donner du sens au travail, donner du sens au projet, à son projet, au projet personnel, donner du sens, voilà, à cet ensemble-là. Et puis permettre de s'exprimer, ça a été dit aussi. Moi, je reprends des mots que j'ai trouvés dans le film, dans les films, et qui me font. Ça vous a plu alors? Ouais, et en fait, je me dis toujours, en écoutant, il y a un mot qu'on n'ose plus, on n'ose plus pour identifier le travail. C'est l'épanouissement par le travail. Personne n'ose dire qu'on peut s'épanouir par le travail. Parce que vous pensez que on n'y croit plus, les gens n'y croient plus? Moi, j'y crois. Vous en avez fait la démonstration. Mais ça dépend des conditions. Oui, c'est le bien-être et l'épanouissement. Oui, mais j'y crois. Mais effectivement, ça dépend des conditions. C'est une utopie, c'est un rêve, mais il est accessible. Et il faut aller vers ça. C'est-à-dire, autrement, ça n'a pas de sens. Le sens du travail, c'est quand même le travail. Il est là au service des hommes, quoi, en fait. Et donc, c'est tout ça qui me paraît important. Il faut reconnaître aussi qu'on n'est pas très aidé par la culture environnante, parce que toutes ces valeurs-là ne sont pas celles que véhicule la culture en voie de mondialisation, qui est celle de l'individualisme, de la non-dépendance vis-à-vis d'autrui, là encore, de chacun pour soi, de la non-écoute de l'autre, parce qu'on a des Walkman dans les oreilles ou parce qu'on est complètement scotché sur les moyens de communication sans rencontrer les personnes. Enfin bon, c'est pas facile d'avancer. Il y a les entreprises qui fonctionnent comme les vôtres vont finir par devenir des lieux de résistance active à la corrosivité de la culture environnante. Et comment vous pouvez interpeller, vous, les chrétiens, frères, sur ces questions-là, justement, à l'heure où on est un peu chacun dans sa bulle, entre guillemets, moi, je pense qu'il faut le chrétien dans l'entreprise? Je crois que la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit avoir le courage de la lucidité. Et donc, de ne pas, j'aime bien ce que vous disiez sur l'écoute, de ne pas se simplifier les choses comme ça l'arrange. C'est-à-dire, alors chacun peut avoir, mais donc il doit avoir le courage de voir le positif, les choses merveilleuses et les choses terribles du monde dans lequel il est, et de mettre dans sa poche les catégories d'optimiste ou de pessimiste. Il doit avoir le courage de regarder le réel comme il est, parce qu'il n'est pas seul face à lui. Parce que s'appuyer sur la doctrine sociale. Je pense que c'est la doctrine sociale. Qu'est-ce qu'elle nous dit alors? Précisément, c'est ça qu'elle dit aujourd'hui. La première chose en un siècle, ce qu'elle a réussi à faire, c'est avoir le courage de regarder le réel contemporain, je trouve, avec une lucidité, un courage, qui n'est pas de le rêver comme il ne sera jamais, qui n'est pas non plus de le diaboliser. Et on voit bien la manière, c'est au fond d'essayer de discerner dans le monde dans lequel on est les caractères formidables qui favorisent l'humain et les caractères complètement destructeurs qui sont en train de l'orienter vers des impasses. Et donc, regarder les deux et opérer ce discernement pour favoriser les éléments humains, je pense que c'est d'abord ça le travail du chrétien. C'est ce que dit Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Il va plus loin, lui. Oui. Lui, il dit que c'est très audacieux. Il dit que la clé, c'est d'aller jusqu'à une logique de don. Et pour moi, derrière, je pense que c'est le chrétien, là où il devrait avoir moins peur que les autres, c'est d'accepter la dépendance. Je pense que la vraie question, c'est d'aller jusqu'à accepter la dépendance réciproque.
C'est-à-dire d'accepter qu'il n'y a pas les forts et les faibles, et je ne peux pas faire l'économie de l'autre. Et donc j'ai pas simplement à veiller sur l'autre et accepter que l'autre veille sur moi, j'ai accepté de dépendre de l'autre et que dans une entreprise, le dirigeant il sait pas faire ce que fait celui qui est à la base, et celui qui est à la base ne sait pas faire. Enfin, chacun n'a pas la même compétence et chacun a besoin d'autrui. Et pour ça, j'aime bien Benoît XVI dit au fond, il faut qu'il y ait un don réciproque. Il faut que chacun identifie ce qu'il reçoit de l'autre. Je pense que c'est un peu l'exigence. Et qui se sentent indirectement partie prenante d'une œuvre large, une œuvre humaine, si vous voulez, qui arrive effectivement dans le monde de l'entreprise à être performant, compétitif et autres. Mais c'est tous ensemble. Oui. Alors, on n'aura peut-être pas fait tout le tour de la question, mais en tout cas, merci à tous les quatre de nous avoir aidés à mieux comprendre quels sont ces enjeux autour de la place de l'homme dans l'entreprise. On arrive à la fin de cette émission qui a été coproduite en partenariat avec DCX. DCX qui a réalisé ce documentaire que nous avons vu, Entreprise, le choix des hommes. Alors n'hésitez pas bien sûr à nous envoyer vos commentaires sur notre site qui s'affiche sur vos écrans, et vous pouvez bien sûr revoir cette émission. Voilà, je remercie évidemment la rédaction et les équipes techniques qui nous ont permis de réaliser ce magazine. Très bonne soirée, à bientôt, au revoir.